Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires de l'été. Dans chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Et voici d'ailleurs le premier d'entre eux, regardez. Paul est apprenti depuis 3 ans au Chardon Bleu, une pâtisserie de Saint-Just-Saint-Rambert. Il a le profil idéal pour pourquoi pas rentrer plus tard dans l'entreprise. Une chance pour les deux parties. Mais bientôt, des profils comme lui, Olivier, le gérant de la pâtisserie, en aura moins à sa disposition. Jusqu'à maintenant, les entreprises de moins de 250 salariés recevaient une aide de 6 000 €. Mais en 2025, ce montant pourrait passer à 5 000 si l'État ne s'active pas sur le dossier. On a tout poste confondu avec la vente, compris une dizaine de jeunes en formation. Si on changeait, on descendrait sûrement de 2 personnes. On passerait à 8 au lieu d'une dizaine, on enlèverait sûrement 1 ou 2. Pourtant, il a besoin de ces 10 apprentis, que ce soit pour de la main-d'œuvre actuelle ou future. On n'a pas la place pour tous les embaucher, mais lorsqu'on a une place qui se libère, ou une opportunité de développer l'entreprise, on va vite se servir de notre vivier, donc des apprentis qu'on a formés. Mais cette formation en entreprise est aussi bénéfique pour ces jeunes dans l'éducation de ces futurs adultes. Parmi nous avons un jeune, il était plutôt déconseillé par ses autres professeurs, et l'école où il était ne comprenait pas qu'on prenne ce jeune, et ce jeune, chez nous, s'est épanoui et a grévé des échelons. Il travaille avec des gens plus mûrs, forcément, ils vont le raisonner, l'orienter, le conseiller. Donc ça va aussi permettre à ce jeune de mûrir avec d'autres paroles que les paroles familiales. C'est pour cela que la Chambre des métiers pousse afin d'obtenir une réponse auprès de l'État. La peur que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y ait moins d'apprentis qui trouvent des maîtres d'apprentissage suite à la baisse de l'aide. Parce que bon, un apprenti aujourd'hui, encore une fois, ça coûte de l'argent et il faut avoir un petit peu une aide dessus. Actuellement, 80% des apprentis issus de centres de formation de la Chambre des métiers trouvent une entreprise dans les 7 mois. Je vous propose maintenant un moment d'évasion. Nous allons plonger dans les coulisses du célèbre joaillier italien Bulgari. Nous vous emmenons à Rome avec la directrice artistique de cette maison qui transforme depuis plus de 12 ans des pierres précieuses en véritables chefs-d'œuvre intemporels. Bulgari nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Regardez ce reportage. Une vue imprenable sur le Tibre, un bureau qui ressemble à un écrin. C'est ici, à Rome, que Luciana Silvestri, la directrice de création de Bulgari, imagine les futures pièces de la célèbre maison italienne. Depuis presque 40 ans, cette experte en pierres précieuses sélectionne à travers le monde les joyaux les plus rares pour donner vie à des collections de haute joaillerie. Je connais exactement toutes ces pierres parce que je les ai sélectionnées. Je suis né en tant qu'acheteur, je les ai achetées. J'ai sélectionné ces pierres, donc je me souviens de toutes. Puis elles arrivent sur ma table et je commence à faire un travail d'harmonisation des couleurs pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats, et cela passe à travers la couleur, la taille et la forme des pierres. Chaque jour, comme un peintre, c'est sur sa table que Lucia recherche l'harmonie naturelle des pierres. Ma façon de commencer la journée m'aide à prendre de l'énergie pour me donner une nouvelle inspiration, parce que tous ces saphirs colorés, avec toutes ces couleurs, m'aident à établir un petit peu dans quelle direction je dois aller. Mais j'aime tellement entendre le son des gemmes et faire ce mouvement, comme ça. C'est un peu comme de la musique. Lucia nous amène ensuite dans l'atelier de haute joaillerie Bulgari de Rome. Ici, le savoir-faire est au cœur de ces métiers d'artisanat d'exception. Je vais vous montrer quelque chose de très spécial. C'est un cabochon d'émeraude de 170 carats sur lequel Gianluca travaille. Une petite pièce que nous pouvons vous montrer, c'est cette chaîne en or rose et diamant. C'est dans cet atelier
que se préparent en secret les nouvelles créations que l'on pourra bientôt retrouver dans les 300 boutiques Bulgari dans le monde. Depuis le 1er janvier 2024, l'épreuve du permis de conduire est accessible dès l'âge de 17 ans. Une mesure du gouvernement très appréciée par les jeunes, mais décriée par les professionnels du secteur. Voici pourquoi, avec ce reportage de Vosges TV. Regardez. On a largement la place pour reculer. Manon a 17 ans et dans quelques semaines, elle pourra passer son permis de conduire. Un examen anticipé, accessible depuis plusieurs années déjà, mais qui jusque-là ne permettait pas aux mineurs de prendre le volant sans la supervision de leurs parents. C'est désormais possible depuis le 1er janvier 2024, un point positif pour la mobilité des jeunes, parfois difficile dans nos territoires ruraux. Il n'y a pas trop de bus, puis les parents ne sont pas toujours disponibles, donc on ne peut pas trop faire comme on veut. Là, ça permet d'avoir une certaine indépendance. Il fait beau, il y a du monde. On fait bien gaffe aux piétons, c'est le danger principal. Comme elle, plus de 290 000 jeunes ont passé leur permis à 17 ans l'année dernière. Une réforme jugée toutefois précipitée par les professionnels du secteur qui ont dû s'adapter à l'image de cette école de conduite qui compte 550 inscrits dans les Vosges. Ça a amené, c'est sûr, un flux d'inscriptions qu'il a fallu gérer, encore un plus, des petites choses qui n'avaient pas forcément été pensées dans les hauts lieux, notamment dans les bases des assureurs. Il n'était pas prévu qu'un conducteur soit légalement seul au volant à 17 ans, en fait. De même, le dispositif de conduite supervisée ainsi que l'aide au financement du permis proposé par les CFA n'ont pas été avancés à l'âge de 17 ans. Un non-sens aux yeux des professionnels, alors que les apprentis sont justement les plus concernés par la réforme. Clairement, moi, ça m'est arrivé de dire cet élève-là, je le passe en priorité, plutôt que d'avoir des parents qui les conduisent à 4h, 6h du matin, quand c'est des professions où il faut se lever tôt. Plus d'inscrits au permis donc, mais pas de créneaux supplémentaires accordés aux auto-écoles pour le passage des examens, tout comme le nombre de moniteurs qui n'a pas augmenté, faute de candidats en pénurie au niveau national. Autant de problématiques qui divisent encore l'opinion. Et puis toujours dans l'actualité, les démarches par de faux dépanneurs se multiplient partout en France. Les malfaiteurs arrivent avant le dépanneur mandaté par l'assurance et le client paye des sommes astronomiques. Voilà l'escroquerie. Exemple dans le Finistère avec TBO. Maëlle Delmure. Là, ce qu'on va faire ce matin, c'est appeler votre assistance pour avoir les prises en charge pour le remorquage. Remorquer des véhicules, voici le quotidien de cette entreprise proche de Quimper. Pourtant, depuis plusieurs mois, cette entreprise dénonce des dérives comme l'apparition d'usurpateurs. C'est une annonce qui est passée sur Le Bon Coin avec notre nom de société, notre numéro de SIRET. Et donc, quelqu'un a usurpé en fait l'identité de l'entreprise et s'est amusé à faire du remorquage. C'est en région parisienne, avec un prix très attractif, quand on voit, 25 €. Pour Eric, le mari d'Elisabeth, ces arnaques sont un danger. C'est vrai que ça arrive plus fréquemment, quelquefois sur les 4 voies, comme sur le réseau secondaire. On arrive, il n'y a plus de véhicules, ça c'est clair. Ils récupèrent un véhicule sur une 4 voies, ils ne sont pas protégés, donc il peut arriver n'importe quoi. Mais bon, non, c'est à la course du véhicule, quoi. Pour trouver les véhicules en panne, les faux dépanneurs utilisent l'application Waze, une pratique utilisée également par certains professionnels, selon Dominique Tanguy. Vous avez un véhicule arrêté sur le bas-côté, donc on peut supposer en tant que professionnel qu'il est en panne. Je peux missionner un de mes dépanneurs pour aller voir. S'il peut prendre la voiture, mais on n'a pas été appelé en fait. Là, on appelle ça du maraudage. C'est trop facile, si vous imaginez, tous les dépanneurs commencent à faire ça dans le Finistère. On s'en sort plus, c'est le premier qui arrive, quoi. Les faux dépannages ne sont pas pris en charge par les assurances. Alors pour éviter de tomber dans le panneau, il y a des réflexes à avoir. Quand ils appellent leur assistance, ils reçoivent automatiquement soit le numéro de dossier ou un SMS avec l'entreprise qui intervient. Donc s'ils ont le nom de l'entreprise, bien vérifier que c'est bien cette entreprise-là qui vient, qui s'arrête sur le lieu de panne ou d'accident. Ou bien vérifier le numéro de dossier. Autre solution, se méfier des camions ou des professionnels n'ayant aucune inscription, nom ou numéro de téléphone. Il peut s'agir d'entreprises malhonnêtes.
Et puis maintenant, laissez-moi vous présenter la boutique des artisans. Cet établissement met en valeur des artisans de nos territoires, ceux qui travaillent d'arrache-pied mais qui manquent de visibilité. Une bonne idée, le principe est simple, une soixantaine de métiers se partagent un local dans une galerie marchande, mutualisant ainsi le loyer et s'assurant eux-mêmes de la vente à tour de rôle. Présentation avec Canal 32 dans une nouvelle boutique ouverte à la Chapelle Saint-Luc dans l'Aube. Mathilde, artisane installée à Revigny, un village au bois de 700 habitants, n'a pas hésité à postuler pour intégrer la boutique des artisans. Forte d'une première expérience réussie dans un concept similaire à Reims, elle a saisi l'opportunité de distribuer ses créations localement. En termes de chiffre d'affaires, sans mes points de vente, non. Il est clair que ça n'irait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Pour moi, c'était important de trouver un autre mode de distribution plus pérenne. L'artisan Nicolas Denouette a lancé ce concept fin 2023. Regrouper producteurs et artisans locaux dans un espace commun au sein d'une galerie marchande, le réseau devrait s'étendre à 27 boutiques d'ici la fin de l'année. J'ai eu cette idée en lisant le journal et en voyant qu'il y avait quelques magasins dans le prêt-à-porter qui malheureusement étaient en train de fermer, plusieurs chaînes. J'ai eu cette idée d'aller voir un centre commercial en disant mais vous n'avez rien sous le coude, est-ce que vous ne loueriez pas quelque chose pour un tarif, je dirais raisonnable. Je suis un peu un autodidacte, j'ai un CAP de boucher charcutier, donc très loin de me retrouver à gérer finalement maintenant une chaîne de boutiques. Ma plus belle récompense, c'est le sourire et le bonheur des artisans. C'est arrivé même au moment de Noël d'avoir des messages où je ne cache pas que j'ai eu les larmes aux yeux. Ici, les 3/4 des artisans présents sont locaux. Les autres, comme Sandrine, sont déjà intégrés au réseau. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, elle expose dans sa 3e boutique où elle installe ses créations et celles de ses collègues. Ici, le flux de clients potentiels est estimé à 2,5 millions par an. Je vendais essentiellement sur des marchés. Du coup, j'avais beaucoup moins de revenus que ce que je peux tirer actuellement en étant en boutique. Moi, via ma société, je loue la cellule au centre commercial. Tout ça donne une somme globale que je redivise entre les artisans et producteurs locaux. Ça donne des loyers entre 50 et 80 euros par mois, ce qui reste très très raisonnable. Pour sa gestion, ce réseau a déjà permis la création de 7 emplois. Une commission est prélevée sur chaque vente pour couvrir les frais de fonctionnement. Selon son fondateur, le nombre d'artisans participants devrait passer de 950 à près de 1600 d'ici la fin de l'année. À la galerie de l'Escapade, 54 des 62 emplacements ont trouvé preneur. Il reste donc encore des places disponibles pour les artisans au bois. C'est une petite révolution dans le monde de la gymnastique. Habituellement, les gymnastes portent un juste au corps, mais pour des questions d'intimité, de confort, de praticité, de nombreux acteurs de la discipline souhaitaient l'autorisation du port du short, jusque-là interdit par la fédération. Explication avec notre partenaire Moselle TV. 3, 4, 5, 6, 7... À l'entraînement, les tenues sont libres. Mais en compétition, l'équipement des gymnastes reste très codifié. Avant fin janvier, sous les justes au corps, seuls les leggings étaient acceptés. Malgré le changement de législation, certaines ne comptent pas modifier leurs habitudes pour autant. Ça enlève un peu l'esthétique des justos. Donc je trouve ça pas très très beau. Si elles ne ressentent pas toutes le besoin d'en porter, les athlètes s'accordent à dire que l'autorisation du short dans toutes les disciplines de gym est une bonne nouvelle. Ça peut être utile, on peut être plus à l'aise. Les filles, elles sont parfois un peu pudiques. Quand on était petits, on s'en souciait beaucoup moins. Mais c'est vrai que maintenant, c'est une bonne chose qu'ils aient autorisé. En trampoline et en tumbling, ces shorts courts n'excédant pas les 10 cm étaient déjà acceptés par la fédération. À Metz Gym, la présidente attendait l'élargissement à d'autres disciplines depuis longtemps pour améliorer le confort de toutes les pratiquantes. Ça va permettre, je pense, à certaines jeunes filles qui, de façon très discrète, avaient abandonné la gymnastique par rapport au fait que ce n'était pas possible de porter un short, notamment au niveau de la puberté. Donc je pense qu'il y a un paquet de jeunes filles qui ont tranquillement pris le chemin de la maison et qui ont arrêté de pratiquer à cause de ça. Jusqu'alors, le port d'un short privait les athlètes de 0,3 points en compétition, une pénalité qui pouvait faire toute la différence dans un sport où la concurrence est particulièrement rude. Les friperies sont des établissements de plus en plus en vogue en France ces dernières années. À des prix cassés, les clients peuvent repartir avec de nombreux vêtements. Un modèle qui plaît beaucoup donc, mais surtout qui ne cible pas qu'une catégorie de consommateurs. Écoutons 2 gérantes de friperies à Limoges, au micro de 7 à Limoges justement.
Côté vintage, c'est de plus en plus tendance pour les jeunes, mais aussi on a une clientèle de tout âge. On a du jeune jusqu'au moins jeune, la personne aussi de 60 ans, qui veulent aussi chiner des petites pièces, et aussi une question aussi de moyens, parce que nous on a vraiment tous les prix. Ça commence vraiment, un vêtement, ça commence à 3 €, donc c'est vraiment des petits prix. Depuis que mes parents en fait m'ont appris à m'habiller en me disant qu'on peut s'habiller de manière seconde main et que c'est pas grave, donc du coup moi j'ai toujours appris à m'habiller comme ça, et donc pour moi ce sont des valeurs qui sont importantes, et j'ai voulu le retraduire dans ma boutique aussi, qu'on pouvait trouver de très belles pièces en seconde main. Alors peut-être une idée maintenant de vacances merveilleuses pour vous. Qui n'a jamais rêvé de découvrir de très près des baleines et des dauphins? Eh bien figurez-vous que nous pouvons les observer au large de nos côtes méditerranéennes. Mais il faut faire très attention car ces rencontres doivent se faire dans un cadre strict pour protéger ces animaux. Regardez ce reportage de la Provence, Rudy Dahan. Attention. Un cachalot d'une vingtaine de mètres au large de Bandol, ce n'est pas un rêve mais bien une réalité qui demande néanmoins de la patience et surtout de la concentration. Après 2 heures au large, à bord de l'Atlantide, un souffle apparaît à la surface de l'eau. 1 heure plus tard, un nouveau souffle au-dessus de la mer. En 1 minute, le bateau se place à une centaine de mètres du monstre marin. Le moment est suspendu. Ces sorties en mer, il faut les voir avant tout comme des sorties naturalistes, c'est-à-dire qu'on part pendant 6 heures à la recherche des animaux. Donc on les cherche. Quand on les repère, d'abord on essaye de voir quel est leur comportement, et s'ils acceptent notre présence, là on peut faire l'observation. À partir de là, il faut savoir qu'on ne sait jamais ce qu'on voit, ni quand, ni comment. On est vraiment dans une découverte de la nature avant tout. Dauphins, baleines, cachalots ou encore poissons-lunes sont bien présents au large de nos côtes. En près de 20 ans d'excursion, Cédric ne compte d'ailleurs que 2 sorties sans voir l'un de ces mammifères. Des sorties qui se font d'ailleurs dans le respect total de l'animal. Les animaux, déjà avant même de les approcher, est-ce qu'ils acceptent qu'on les approche? Ça, c'est la première question à se poser. Des fois, on ne les approche pas. Si l'animal est en train de dormir, de se reposer, là, il n'y a pas d'approche. On ne tente même pas le coup. Quand ils chassent, on ne s'approche pas non plus. Ils sont en train de manger, donc on ne les dérange pas. Par contre, quand ils acceptent notre présence, on s'arrête à 100 de mètres. Là, on se met en parallèle et on laisse l'animal décider ou non d'approcher. Donc des fois, la baleine vient au contact du bateau, passe sous le bateau, ressort de l'autre côté, c'est génial. Des fois, la baleine refuse complètement ou ne nous calcule pas du tout. Des sorties en mer qui, en plus de permettre d'apercevoir ces rois des mers dans leur milieu, sensibilisent à leur fragilité, notamment grâce aux histoires du capitaine. Et c'est peut-être ça le plus important. Voilà, et puis c'est une tradition, celle-là, vieille de près de 500 ans, le tir au papauguet, un oiseau factice perché à 45 mètres en haut d'un mât. Ça se passe à Rieux-Volvestre, en Haute-Garonne, et ils étaient 100 d'archers à tenter de faire tomber l'oiseau pour devenir roi du papauguet. Écoutons un archer de la compagnie du papauguet et surtout le nouveau roi au micro d'Antoine Clément pour nos confrères de La Dépêche du Midi sur place. Alors le but du jeu, c'est de faire tomber cet oiseau qui est perché au bout d'un mât de 45 mètres et qui pèse presque 5 kilos. Celui qui le fait tomber devient roi pour l'année, roi de Rieux pour une année, tout simplement. Et en général, il faut compter 2 à 3 heures avant que l'oiseau tombe. Il est enfoncé de 5 cm au bout de son mât, de 5 cm, et progressivement, à chaque coup, l'oiseau monte de quelques millimètres jusqu'au moment où il va vaciller et une flèche, comme tu dis, le fera tomber au dernier moment. Une joie parce que ça fait plus de 6 ans et demi que je suis archer maintenant. Et voilà, être roi c'est une grande chose, quoi. En plus mon fils cette année il est passé chez les grands, on a défilé ensemble cette année. Et défiler, être roi aussi c'est super, quoi, pour moi. Partons maintenant à Saint-Dizier en Haute-Marne. Laurent est passionné par la boxe et possède la plus grande collection de France avec près de 4500 objets liés à cette discipline. Une véritable caverne d'Ali Baba construite au fil des années depuis plus de 40 ans. Partons à sa rencontre pour découvrir cette collection unique avec ce reportage de Puissance Télévisions. Gaël Bossu. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba, ou plutôt celle de Laurent. Dans son musée, plus de 4500 pièces en rapport avec la boxe. Le fruit de 40 ans de collection, 40 ans de passion pour le monde pugilistique. Moi, ma femme, quand elle m'a connu au début, elle est un peu jalouse. Elle se disait, mais la boxe, je suis sûr que tu as la chose entre moi et la boxe, tu choisis la boxe.
J'osais pas lui dire, mais oui, je choisis la boxe. Durant toute sa vie, Laurent a arpenté les rings et les salles du monde entier. Et à chaque combat, il avait sa technique à lui pour se rapprocher des boxeurs. Quand j'arrivais devant un boxeur, je montrais l'album, je lui montrais comme ça. Donc il le prenait, il ouvrait. Et puis il voyait des choses, il dit mais c'est écrit en homographe, en couleur, vous voyez, tout est en couleur, avec des photos. Et je lui montrais ça, et quand je lui montrais son album, il dit mais il y a même des photos que j'ai pas. Je lui montrais une photo, je lui dis tu vois, par exemple, ton short là, je le voudrais bien. Et il craque, il me dit oui, je te l'envoie. Et c'est de là que c'est parti, que je me suis dit c'est le déclic. Des tenues dédicacées, des affiches mémorables, des ceintures authentiques et des trophées historiques, mais surtout une infinité de petites pièces rarissimes. Dès qu'un objet touche à la boxe, il a sa place dans les armoires de Laurent. Des boissons, des verres, des assiettes, des bouchons, regardez, des capsules de champagne, regardez, des capsules de champagne. Une passion pugilistique incommensurable transmise par un homme, son grand-père. C'est cette personne que vous voyez là avec moi en photo. Et j'avais 5-6 ans, regardez ma garde. Regardez comment je monte bien les bras. Installer ce musée de 165 mètres carrés ici à Saint-Dizier, ville qui a vu naître d'immenses champions de boxe, une fierté pour ce bragard. C'est pour ça que je veux créer ça ici à Saint-Dizier. C'est parce que les bragards, de toute façon, on a toujours c'est ce que je vous dis, on a toujours une culture de la boxe. On a eu tous ces boxeurs qui ont toujours illuminé Saint-Dizier. Et plusieurs de ces boxeurs que Laurent a adulés se sont déplacés pour l'inauguration du musée. La preuve que Laurent a lui aussi marqué à sa manière le monde de la boxe. Je trouve que c'est magnifique d'avoir rassemblé autant de pièces de collection, parce que c'est quand même des pièces de collection, des ceintures qui ont appartenu à des grands champions, des tenues, notamment la mienne en plus, mes frères. Donc non, c'est énorme. C'est un pur bonheur que mon ami de longue date, Laurent Schinner, ait pu aller jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de son aventure. J'ai envie de lui dire, t'es fou, mais continue, voilà. Laurent ouvrira ce musée aux yeux de tous pour que la passion de la boxe rayonne encore longtemps dans la cité bragarde. C'est une drôle de compétition que je veux vous présenter maintenant. Habituellement, nous regardons des battles de rap. Cette fois-ci, dans la Sarthe, 80 musiciens se sont affrontés dans une battle d'orchestre. Un spectacle en plein air très surprenant. Regardez ce reportage de LMTV Sarthe sur place. Le duel est lancé. Pas du percut, que des percus. Les rounds s'enchaînent au nom des morceaux joués. Le fait de faire une battle, souvent c'est des battles de rap, et là on fait des battles de classiques, c'est génial. Deux orchestres sartois s'affrontent pour la deuxième fois en public. Dans le coin rouge, Stratosphonique de Parigny-l'Évêque, vainqueur du premier combat. Dans le coin bleu, les cadets de la Sarthe jouent à domicile et comptent bien en découdre. On n'était pas trop blessés, donc on a pu refaire nos forces et on revient cette année pour la revanche. Pendant 1h30, les musiques défilent, un orchestre après l'autre. Chaque groupe a son univers musical, d'un côté plus traditionnel et de l'autre plus contemporain. Pour le public, le cœur balance. Je vote pour Stratosphonique. J'ai préféré les cadets, ouais. Un peu moins, j'adore les voix. Ah, c'est dur, très dur. Alors, ils sont très bons quand même chez Strato, mais mon cœur est quand même pour les cadets quand même. L'idée de cet événement, une réflexion collective menée il y a 3 ans. On se dit, tiens, on va s'inviter les uns les autres, mais par contre, ça serait bien qu'on sorte du format du concert habituel. Avec première partie, on applaudit, super, et puis deuxième partie, avec éventuellement un morceau commun au milieu. Là, il n'y a pas plus de morceaux communs, mais en tout cas, il y a l'idée de dualité, de fausse dualité en fait. Mais c'est une dualité bon enfant. La culture musicale ouverte gratuitement au plus grand nombre. Au final, dans cette joute musicale, c'est le public qui gagne. Et puis dans ce journal, un voyage dans le passé, direction Ancy-Dorneau, au cœur du château de Ronqueville, où Martine dévoile un musée privé dédié à son grand-père Marcel Rebouzet, préfet à la Libération et proche du général de Gaulle. Cet homme a marqué l'histoire de Metz, un lieu chargé de mémoire à découvrir avec notre partenaire Moselle TV. C'est à lui, à Marcel Rebouzet, que le général Walker remet les clés de la ville. Et pourtant, le préfet a été oublié des Messins et effacé de l'histoire pendant plus de 60 ans. Ami du maire de Metz Raymond Mondon et du général de Gaulle,
il avait récupéré un département en ruine à la Libération. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière cet homme qui a été fondamental pour Metz et la Moselle. Il est resté à Metz de 1918 en tant qu'avocat à 1956, avec la période, somme toute très brève, de la préfectorale, donc 44-45, mais son influence sur Metz a été profonde. Une grande figure du barreau de Metz. Il a marqué la vie intellectuelle locale parce qu'il a fait de nombreux discours radiophoniques et autres. Il était une sorte de journaliste de l'époque aussi parce qu'il écrivait beaucoup. Il a milité en faveur de la création d'un aéroport civil à Metz, à Frascati. En vidant la maison familiale, la petite fille du préfet a découvert des archives uniques. Le grand public peut les voir jusqu'à la fin de l'année au château de Ronqueville. L'exposition retrace sa vie. Là, j'ai beaucoup de photos originales de la libération de Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il assiste à des scènes. La libération de Paris, c'était vraiment un déchaînement de vengeance. On voit ces femmes tondues exhibées dans les rues. On voit ces hommes lynchés, massacrés. L'avocat qu'il était ne supportait pas cette violence. Je pense que c'est aussi pour ça que le général de Gaulle l'a choisi. Il savait que ce serait un homme qui maintiendrait la paix civile. Ultime hommage du préfet actuel, depuis le 18 juin, une salle de la préfecture porte le nom de son grand-père. Voilà, c'était le Grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.